bonjour à tous et à toutes. Et on commencera donc la séance de ce jour avec Thierry Werth, que nous accueillons pour son dernier livre, Là où trébuche la lumière, qui est un carnet de voyage, le carnet d'un voyage que vous avez réalisé sous l'égide de la Fondation Auschwitz, en Pologne, sur les traces de l'Action Reinhardt, c'est-à-dire ce moment où les nazis commencent l'extermination de masse des Juifs. Donc c'est un voyage qui vous mènera notamment à Treblinka. Et le livre, qui adopte une forme poétique, est composé de 8 journées et un épilogue, donc où l'on suit ce voyage. Dans ce livre, vous expliquez à plusieurs reprises que ce voyage que vous avez fait a souffert de contestations, de critiques, d'incompréhension parmi les gens de votre entourage. Et dans le même temps, quand vous parlez de ce voyage, vous le définissez souvent par la négative. On lit par exemple que ce voyage n'est ni un pèlerinage, ni un devoir, ni une curiosité, ni une réparation. Est-ce que cette définition par la négative traduit plutôt une difficulté à dire, une difficulté à mettre des mots sur quelque chose qui est proche de l'indicible, de l'incompréhensible, ou est-ce que ce serait plutôt une position de défense par rapport à ces critiques ou incompréhensions que vous avez essuyées? Oui, une position de défense, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de critique. Hein, mais simplement, c'est vrai que certains se demandaient, dans la mesure où je n'ai pas de liens familiaux avec ce qui s'est passé au niveau de la Shoah, où je n'ai pas... voilà, ils se demandaient finalement pourquoi faire ce type de voyage maintenant, enfin pourquoi le faire et pourquoi maintenant. Et donc c'est un petit peu par rapport à ça que je me suis moi-même posé la question finalement, et c'est un peu ce que je l'explique dans le prologue, avant effectivement le voyage proprement dit, qui est jour 1, jour 2, etc., jour 8, et puis il y a un épilogue. Et donc je réponds un peu à ces différentes interrogations que je me faisais moi-même en fait aussi, et pour voilà, clarifier un petit peu par rapport à moi-même finalement pourquoi aller voir ce genre de choses maintenant. Et on pourrait se demander, c'est vrai, quel est finalement le lien. Et j'y vois moi une sorte d'aboutissement par rapport à un long parcours en fait que j'ai depuis 35 ans maintenant, puisque depuis 35 ans, et j'ai expliqué ça dans un premier livre, donc il y a déjà quelques temps, mon métier de juge, mais qui est juge dans des matières très particulières, est un peu, je dis souvent, un voyage à la rencontre de l'humain, mais dans tout ce qu'il est capable de faire de pire, puisque je ne vois que cet aspect-là dans les matières que je traite, puisque j'ai longtemps traité les matières d'homicide, les matières de droit international humanitaire, hein, donc on en parle beaucoup en ce moment, tout ce qui est crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, d'où le lien évidemment et l'intérêt que j'ai pour cette matière, et aussi évidemment ce qui est ma grande spécialité, tout ce qui est droit de la jeunesse, protection de la jeunesse. Donc je suis d'ailleurs actuellement juge des enfants, comme on dit. Et donc, je l'ai été aussi il y a très longtemps, dans les années 90. Et puis, donc, maintenant, je le suis de nouveau pour boucler un peu la boucle et pour me concentrer à ce qui, j'estime, être le plus important en fin de carrière, effectivement, l'espoir que représentent les enfants. Mais donc, ce voyage à la rencontre de ce que l'horrible qu'on peut contenir dans chacun d'entre nous m'a mené tout naturellement là-bas. Et effectivement, comme vous dites, c'est un peu, on est là vraiment aux frontières de l'indicible, ce qui est intéressant aussi littérairement parlant. Alors ce voyage en lui-même est défini souvent par ce qu'il n'est pas, mais après le voyage, il y a le livre, et lui-même aussi, vous le définissez par ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un essai sur la Shoah. Alors j'aurais envie de vous demander, donc, qu'est-ce que c'est? Votre éditeur, je dirais qu'il ne s'est
pas trop avancé, puisqu'il l'a qualifié de texte, dans lequel on peut voir beaucoup de choses. Donc. C'est un peu ma marque de fabrique. Alors je dis heureusement, je trouve, mais malheureusement peut-être, parce qu'on aime bien évidemment mettre un peu les gens dans des cases. Hein, donc c'est un peu un objet littéraire non identifié, dont j'ai un peu l'habitude, mais non, c'est finalement assez lisible, comme, enfin, on comprend vite ce que c'est. C'est vraiment un carnet de voyage, alors, en prose, un peu poétique, ce sont des fragments, mais ça s'est imposé. D'abord, c'est un peu mon style, mais en plus, par rapport à la manière dont se fait ce type de voyage, où on arrive sur des lieux où finalement il ne reste plus grand-chose de visible, on marche un petit peu sur la pointe des pieds. C'est très étonnant, hein, parce qu'on connaît tous finalement un peu l'histoire évidemment, mais quand on y est, quand on marche sur ces lieux qui sont cachés dans des forêts, parce que l'Action Reinhardt, c'est vraiment les centres d'extermination, donc c'est en 42, 43, ça s'arrête en 43, et c'est vraiment le moment où les nazis vont vraiment élaborer une extermination, destruction de masse, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a forcément pas de baraquement comme on peut rencontrer dans des camps de concentration, comme il y a eu à Auschwitz, comme il y a à Majdanek, que j'ai visité aussi, où il y avait les deux. Mais donc, ici, vraiment, Belzec, Sobibor, Treblinka, c'est vraiment des centres où les personnes arrivent et dans le meilleur des cas, ce qu'ils ont considéré comme étant vraiment le plus abouti, Treblinka, 20-25 minutes après, ils ne sont plus là, en fait. Hein, donc, et jusqu'à un moment donné où c'était entre 22 000 et 25 000 personnes par jour. Il faut imaginer quand même ce que ça représente comme gestion de tout ça. Donc, c'est vraiment le comble, vraiment effectivement, de l'indicible. Et on est là, sur la pointe des pieds. Et donc, c'est des petits fragments, c'est des petites idées comme ça qui me viennent. Moi, j'ai beaucoup noté à l'arrière du bus. Donc, c'est un voyage à la Fondation Auschwitz où tout le monde peut s'inscrire. Hein. Il faut un petit peu expliquer pourquoi on a envie on postule entre guillemets à ça, parce que c'est un voyage vraiment d'études, pas de tourisme. Hein. Ça va avec des professeurs d'université qui tout le long du voyage, sur les lieux, dans les ghettos, etc., expliquent vraiment tout ce qui s'est passé. Et donc, voilà, il y a des longs trajets, des transferts, etc. Et donc, je notais ce qui me venait par la tête. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ça, en fait. Il y a à la fois des références historiques, puisque tout ça a été donné par des spécialistes. Donc, je note quelques éléments, quelques chiffres, mais c'est vraiment des petites touches. Et puis, pour le reste, c'est vraiment beaucoup des méditations, en fait, sur ce que tout ça... En quoi ça me parle aujourd'hui, en fait, hein, en quoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui. Il y a évidemment enfin, on pense à toute une série de situations aujourd'hui quand on visite un petit peu ces lieux, quand on voit toute la documentation qu'il y a sur place, qui est beaucoup plus là-bas que forcément qu'ici, dans les petits mémoriaux qui sont créés sur les lieux. Et il faut savoir aussi que ces mémoriaux ont seulement été, pour 2 des 3 endroits principaux, ont été créés en 2014. C'est tout récent, en fait. Ce sont des lieux qui étaient peu publics, entre guillemets. Donc, vous l'avez dit, ce livre prend une forme poétique qui est dans la continuité de votre écriture et de votre travail, mais enfin de la poésie sur Treblinka, sur les nazis, sur toute l'horreur que vous décrivez. Est-ce que cette forme poétique, vous avez interrogé sa légitimité? Est-ce que vous vous êtes à un moment interrogé sur comment on pourrait y voir une esthétisation de votre propos qui, évidemment, pourrait de ce fait être contestable? Est-ce que ça a été un sujet de réflexion pour vous? Non, pas vraiment, parce que ça s'est vraiment imposé comme étant la meilleure manière d'essayer d'appréhender justement l'indicible. J'ai dit souvent, moi mon métier, enfin on l'a rappelé, moi j'écris du matin au soir en fait, hein, je suis un écrivain professionnel, donc j'écris des décisions de justice, hein, des arrêts, des jugements, etc. toute la journée. Et donc, je suis à mes heures un peu écrivain, entre guillemets, mais surtout ce que j'essaie de faire quand je suis avec ce volet, cette casquette écrivain,
c'est justement d'aller beaucoup plus loin. On parle souvent de la vérité judiciaire, qui évidemment n'est pas du tout la vérité. On le sait. Et donc, c'est la même chose un petit peu pour tout ce que je fais dans mon boulot, c'est-à-dire que voilà, il y a toute une vérité qu'on essaie d'établir, mais c'est insatisfaisant quelque part, et pour aller plus loin, la poésie permet, dans d'autres livres que j'ai faits, c'est par rapport à tout ce qui est protection de la jeunesse, tous ces ressorts-là, mais ici aussi, c'est un moyen de s'approcher au plus près de vraiment ce qui est indicible. C'est vraiment d'amener les mots au plus près possible de l'horreur, quoi, avec beaucoup d'humilité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu que même le titre soit en minuscule. L'éditeur au début se demandait un peu pourquoi, mais parce que c'est vraiment ça, c'est toute une démarche d'humilité, et tous les petits sous-titres aussi. En fait, tout est en minuscule, sauf quelques noms propres, mais pour bien marquer cette fragilité, cette humilité. Donc c'est pour ça que le fragment, la poésie, se prête bien à cette approche en nuances, en petites touches. Voilà, alors c'est aussi le côté un peu peut-être impressionniste. Donc pour regarder le tableau, il faut reculer de 2-3 mètres, et puis on voit tout de suite que ça forme un ensemble. C'est un peu la même chose ici. Vous l'avez dit au début de cet entretien, et vous l'écrivez dans votre livre, ce n'est pas mon histoire. On est dans une période où se discutent beaucoup des questions d'appropriation culturelle, de légitimité à parler au nom, à la place, pour les autres. Bon, en sortant ce livre, on imagine bien que vous considérez qu'on peut parler, même si ce n'est pas mon histoire, mais réellement, comment vous situez-vous par rapport à cette question qui fait débat aujourd'hui? Ah oui, moi je pense qu'il faut même en parler, en fait, puisqu'on est vraiment dans une époque où de plus en plus on essentialise les gens, on les classe finalement, et c'est ce qui s'est passé à l'époque évidemment. Et on vit une période très dangereuse par rapport à ça. Et donc, non seulement c'est, je crois, effectivement légitime d'en parler, mais c'est presque ça s'est imposé comme une obligation d'aborder donc cette question-là aussi, en fait, comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là? Et ça, c'est très compliqué évidemment de répondre à ça, mais au moins poser la question, continuer sans cesse à poser la question, nous permet aussi on l'espère, d'être attentif par rapport au monde dans lequel on est, quoi, hein, où ça a tendance quand même à revenir un petit peu, ça et là. De plus en plus, il y a vraiment le eux et le nous. Hein, toutes nos sociétés sont comme ça, et c'est extrêmement mauvais, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, en tant qu'humain, c'est parfaitement légitime de parler de l'inhumain. Et quelle serait la spécificité de votre voix en tant que personne dont ce n'est pas l'histoire, pour parler de cette histoire? La spécificité. Je pense que c'est justement le fait d'être une personne lambda qui se rend là-bas, qui a entendu parler de ça dans ses cours d'histoire à l'époque, parce que j'en parle aussi. C'est aussi important à ce niveau-là. Un récent sondage, enfin ça je n'en parle pas dans le livre, mais un récent sondage, enfin oui, une enquête a été faite dans différents pays européens, et pour la France, il n'y a pas pour la Belgique, mais à mon avis ça n'est pas mieux. Pour la France, 46% des moins de 30 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Ils ne savent pas ce que c'est que ce mot, ou ils ont entendu le mot, mais ils ne savent pas exactement ce que ça recouvre. Et dans les 54% qui ont entendu le mot, eh bien, 63% sont incapables de donner le nom du moindre camp, même Auschwitz, qui est assez connu. Hein. On ne parle pas ici des camps moins connus, mais même Auschwitz, 63% sont incapables de le dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit quand même petit à petit un effritement des connaissances. Et ça m'a surpris, parce que c'est vrai qu'à un moment donné dans le livre, je dis que faisons-nous aujourd'hui de ce que nous savons? Mais en fait, je devrais presque dire, mais que savons-nous encore, en fait? Et ça, c'est horrible, parce que, en tout cas, au niveau de certains gens.
Et c'est pas pour critiquer les jeunes, hein. Entendez-nous bien, ça veut dire qu'on ne leur a pas expliqué. Et donc ça veut dire que soit à l'école, soit en famille, etc., tout ça n'est plus abordé. Et donc c'est grave, parce que c'est quand même quelque chose d'assez emblématique d'où peut mener le fait d'ostraciser une partie de la population. Et c'est quand même ce que font, alors pas au même niveau, hein, ne comparons pas mais on sent quand même dans certains discours, aujourd'hui, certaines personnes qui font des voix en ayant un discours comme ça qui consiste à stigmatiser certaines parties de la population. Donc en ce sens, c'est très actuel les réflexions et les méditations qu'il y a par rapport à ça. Vous êtes magistrat, donc je vais essayer d'aller sur votre terrain. Est-ce que vos terrains, est-ce que ce livre est un témoignage? Alors, témoignage, évidemment, pas au sens strict, puisque témoignage, ce sont des gens qui ont vécu ce qui s'est passé là-bas, que ce soit un gardien d'un camp, parce que certains ont publié, ou des survivants. Mais c'est une forme de témoignage de ce qu'on peut ressentir quand on va là-bas, en ayant une connaissance finalement assez succincte, globale des choses, mais quand on voit les lieux, quand on comprend toute la réflexion qu'il y a eu pour élaborer, hein, parce que de lieu en lieu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'explique un peu ça. En fait, à chaque fois, ils créent un lieu, et puis ils se rendent compte qu'il pourrait être plus efficace. On pourrait tuer plus de monde en moins de temps. Donc on va essayer d'améliorer. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer? Et il faut imaginer, c'est tous des universitaires autour d'une table, hein, qui discutent. Et alors un tel va dire ceci, cela, on va essayer ci, on va essayer ça, on va essayer de faire exploser, on va essayer de broyer, on va essayer de brûler, etc. Et en fait, c'est un processus comme ça qui est assez long finalement, hein, sur quelques mois. Alors ils font un autre centre, et puis un autre centre, pour arriver à Treblinka, où il y a donc 22 000, 25 000 personnes par jour qui décèdent. Mais donc c'est un témoignage de ce qu'on peut ressentir quand on se retrouve confronté à ça. Et aussi, à ce qui m'a le plus frappé dans ce voyage, c'est peut-être l'anéantissement, en fait. Vraiment l'effacement. Donc, bien sûr, ils ont effacé plein de gens, mais ils ont effacé l'effacement. C'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose. Tellement il y avait peut-être une sorte de volonté, en tout cas, qu'on ne sache pas. Et donc, même ces centres ont été ensuite détruits ou effacés, etc. Donc, et alors, le renvoi avec l'actualité sur place, donc en Pologne, ça m'a quand même beaucoup marqué, où il y a très peu de volonté, en tout cas, de rappeler cette partie-là de l'histoire. Donc il y a des tas de mémoriaux, mais ce sont des mémoriaux à la mémoire des Polonais qui se sont retrouvés dans des camps, des communistes, etc. Et en fait, on ne parle pas de tout ce volet-là. Or, il faut quand même se souvenir que, donc, en 1939, il y avait 3,5 millions de Polonais juifs, donc 1 sur 3 à l'époque, 3,5 millions. Et aujourd'hui, il y en a 10 000 en Pologne. 10 000. Parce qu'ils ne sont plus les bienvenus. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte sur place à différents moments où j'évoque certaines choses. C'est très frappant. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça, c'est une découverte, vraiment. Donc, pour 350 à l'époque, il n'y en a plus qu'un. L'idée dans le livre sur ce voyage, elle était déjà là au moment où vous avez posé votre candidature à la Fondation Auschwitz, ou c'est quelque chose qui est venu par la suite? Oui, alors vaguement, mais en fait, j'ai eu l'idée de faire ce voyage en visitant la caserne d'Aussin. J'ai prêté ma voix, comme ils disent, à une opération Chaque nom compte. D'ailleurs, je vous invite encore à le faire, puisqu'il manque encore 2800 voix. Donc le projet est très chouette, c'est d'avoir une des pièces donc de ce musée, où il y a le nom, le prénom et la date, enfin l'âge de la personne au moment où elle a été déportée, donc à peu près 28 000 personnes qui ont été d'abord rassemblées dans cette caserne en Belgique, donc près de Malines, à Malines, et avant d'être déportées. Donc ça concerne les Juifs belges et des Tziganes.
Et donc, ils ont eu cette idée de faire en sorte qu'en permanence, quand on visite, on entend le prénom, le nom et l'âge. Donc, j'ai vu passer ça sur un réseau, un journaliste qui relatait qu'il avait fait ça. Donc, du coup, je l'ai fait. Et puis, on peut visiter. Et puis, donc, j'ai visité, je m'y suis intéressé. Et puis, c'est bien fait. Ils essaient de choisir quelqu'un, finalement, qui peut avoir un lien. Alors, bon, c'était quelqu'un qui est né le même jour, le même mois, et qui avait plus ou moins, à ce moment-là, l'âge que j'ai maintenant. Donc, ça crée comme ça, à chaque fois, une espèce de lien. Et on s'intéresse, finalement, aux gens. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce que j'ai vu aussi. Il y a un magnifique petit musée à Lublin, que j'évoque aussi. Ce musée, en fait, c'est uniquement essayer de redonner un visage et une vie aux gens qui ont disparu. Donc on ne parle pas des disparitions, on parle des présences. Donc, telle petite fille, tel monsieur, telle dame, etc., faisait ça, faisait ci, habitait là, et donc tel métier, et ils essayent de redonner vie, en fait, de montrer que c'était quand même toute une série de vies, en fait. Parce que c'est pas qu'un chiffre. Et donc ça, c'était intéressant. Alors suite à ça, j'ai eu cette idée, finalement, enfin je me suis intéressé, j'ai vu la Fondation Juif, j'ai vu qu'ils organisaient des voyages aussi d'études. Et donc, je me suis intéressé au sujet. Je me suis dit, mais ça pourrait être intéressant d'y aller, peut-être dans l'idée de faire un carnet de voyage, puisque j'avais déjà fait un carnet de voyage au tout début, il y a longtemps. Est-ce qu'il faut voir dans ce carnet de voyage la conviction que la littérature a un pouvoir de transmission, de briser l'oubli? Oui, enfin ça, et aussi d'une manière générale par rapport à tout ce qui se passe de très trouble, ça m'évoque un peu l'échange de correspondance entre Einstein et Freud, qui a été publié en 1933. C'est assez intéressant comme initiative. Donc ils avaient proposé à Einstein d'envoyer une lettre à quelqu'un de son choix. Il avait choisi Freud. Et donc ça s'appelle Pourquoi la guerre, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ils échangent. Je ne vais pas résumer tout ça, mais quelque part Freud termine, il est assez pessimiste sur la nature humaine, mais il termine en disant finalement c'est la culture qui peut peut-être être la solution, ou une des solutions, en tout cas contribuer pour essayer donc d'éviter cet embrasement et toutes ces guerres, etc. Donc la culture, bah oui, la littérature joue certainement, je pense, un rôle, très modestement évidemment, mais on essaye de contribuer. Voilà, je sais que certaines écoles j'ai rencontré plusieurs enseignants qui sont intéressés, donc ils vont en parler dans les écoles, etc. Je serais très content parce que finalement, voilà, au moins on va en parler de ce risque de délire, d'anéantissement et de destruction quand on commence à ostraciser un tel ou un tel. Vous le disiez, les traces sont très ténues, sont soit effacées, soit occultées. Vous parlez du presque rien qu'il y a à voir, mais vous avez aussi cette expression « je n'ai rien vu, mais j'ai ressenti ». Est-ce que c'est un voyage qui passe plus par la sensation que par la raison? Oui, tout à fait. C'est pour ça que la poésie, elle est quelque part la réponse toute trouvée pour en parler. Parce que la poésie permet vraiment d'exprimer beaucoup plus les sens. Hein, donc je n'explique pas, je fais ressentir finalement ce voyage. Donc j'emmène avec moi le lecteur qui va participer à ce voyage, un petit peu comme si... et donc par rapport au ressenti, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un livre d'histoire ou sur la chose. Alors, bien sûr, tout ce qui est dit m'a été dit par des historiens reconnus, etc. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est vraiment effectivement le ressenti, les émotions. Oui, quand on est au bord comme ça, je me souviens d'une espèce de grandes fosses qui font 200 mètres de long sur 50 mètres de large, etc. Il n'y a plus rien, mais on voit quand même l'endroit où c'était, donc c'est dans une clairière. Enfin, tout ça est très, très particulier. Hein. On ressent vraiment beaucoup, je trouve, les choses. On voit les petites gares, les rails, enfin tout.
On a vraiment tout visité, depuis les ghettos, ce qu'il en reste, et puis les lieux de rassemblement, et puis l'endroit où ils arrivaient, etc. Donc c'est vraiment un voyage extrêmement précis. Enfin, moi, j'engage vraiment tous ceux qui s'intéressent à le faire, c'est vraiment très, très, très intéressant. Un mot sur la lumière qui se trouve dans le titre de votre livre, très beau titre d'ailleurs, donc là où trébuche la lumière. Vous écrivez à propos de la lumière qui revient par petites touches dans ce livre, la lumière n'est pas ce qui éclaire, mais ce qui résiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors ça c'est mon côté haïkiste, ou hygiene comme on dit au départ, parce que je suis venu un peu à l'écriture par les haïkus, moi au départ, j'ai eu des formations, etc. Et il y a une attention toujours dans ce type de poésie sur ce qui est minuscule, sur oui, ce qui est presque invisible, hein, et partir de quelque chose de tout petit pour atteindre un petit peu quelque chose de plus universel. Et souvent dans quelque chose de lumineux, dans le sens par rapport aux ténèbres, au son. Et donc j'ai eu ce regard-là, parce que c'est mon regard en fait, presque toujours, donc d'avoir mon attention attirée sur des petites choses. Alors c'est vrai qu'il y a d'ailleurs quelques haïkus que j'ai mis ça et là, qui sont des contrepoints justement, parfois des petites choses comme ça que j'ai pu voir sur ces lieux. Donc il y a ça. Et il y a ce côté aussi, avoir l'attention attirée évidemment sur des... Alors, ça peut être des gens qui ont sauvé des personnes, ça peut être des attitudes. Il y a notamment ce médecin, là, ce psychologue, ce pédiatre, Korjak, qui était assez extraordinaire. Hein. Donc c'était un médecin juif, donc très reconnu au niveau international, ses travaux en pédiatrie, etc. Il s'est trouvé dans le ghetto de Varsovie. Bon, il a eu l'idée de créer une sorte de petit internat pour recueillir les enfants qui étaient tout seuls. Donc il y en avait quand même, au moment où ça s'est fini, 200 à peu près. Et alors à un moment donné, bon, les Allemands connaissaient ses travaux, machin, donc sont venus lui proposer. Alors à un moment donné, ils ont commencé à déporter, vider les ghettos. En fait, hein. Et donc ça, c'était les conseils juifs qui organisaient ça, hein, en lien avec les Allemands. Et donc on demandait, alors donc, ça j'explique un peu comment ça fonctionne, mais donc à un moment donné, on leur demande des enfants aussi. Bon. Et donc finalement, mais on lui dit, mais vous pas, vos travaux sont reconnus, donc vous pouvez rester ça, mais donnez-nous les enfants, etc. Et il refuse, et finalement, il part à la tête de ce petit convoi de 200 enfants, avec leur doudou, chacun avec un petit objet, etc., un petit drapeau polonais et autres. Et c'est quelque chose qui est assez reconnu. Hein, donc, il va faire un peu comme si c'était un voyage scolaire, en fait. Hein, donc, on est là vraiment dans ce qui a été repris bien plus tard par Roberto Benigni comme idée. Et ça, c'était un vrai cas. Et donc, il les emmène, et finalement, jusque dans la chambre à gaz, il était avec eux. Et voilà. Donc c'est très touchant. Et voilà ce que j'appelle quelque chose, dans l'horreur absolue évidemment, quelque chose de lumineux. Et voilà, il y a d'autres cas comme ça que j'ai pu découvrir, que j'avais envie d'évoquer. Il y a eu des évasions aussi, il y en a qui ont réussi à s'évader, il y a eu toute une série de petites choses comme ça. Et c'est ça que même au plus profond de l'horreur, il faut toujours essayer de trouver des petites choses lumineuses. Et ça revient à une des questions initiales, est-ce qu'on peut écrire après ça? Certains disent que non. Un philosophe allemand, Adorno, disait on ne peut plus écrire, certainement pas de poésie après Auschwitz. Mais Primo Levi répondait non, pas du tout, il faut écrire. Il faut continuer à écrire, il faut en fait continuer à vivre, malgré et sachant ce qui s'est passé, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je termine dans le... Ça, j'ai rajouté vraiment à la fin, parce que c'est sorti au même moment, presque. Une citation de Badinter, en fait, qui est vraiment adaptée, puisqu'il dit « Je ne crois pas qu'il faille perdre le souvenir, et je ne crois pas que l'on doit vivre pour le souvenir, et dans le souvenir des morts. Honorer les morts, sans souvenir et vivre. Je crois que c'est ça, le véritable hommage à leur rendre. En essayant d'être fidèle à ce qu'ils pensaient,
mais surtout vivre. C'est ce que dit Robert Badinter, qui connaît bien le sujet aussi. Et donc, c'est ça. Moi, je m'inscris dans cette ligne-là. Il faut continuer à vivre, sachant tout ce qu'il y a eu, mais en essayant de se souvenir de tout ce qui était lumineux par rapport à tout ça. Même si ce jour-là, ces années-là, la lumière a vraiment trébuché, effectivement. Elle a failli disparaître. Voilà qui me semble à la fois une excellente conclusion et un beau point de départ. Absolument. Merci à vous.